Merci d'être avec nous sur DBS Télévision. Bienvenue à cette nouvelle édition de SOS Parents. Ce soir, nous abordons une problématique singulière qui nous concerne tous potentiellement. Il est courant et c'est une pratique très ancienne dans notre société que des parents confient la garde de leurs enfants à un frère, à une sœur, à une tante pour des raisons diverses, aide familiale, scolarisation, mais seulement certains clichés alarmants d'exploitation parfois réservés à ces enfants dans leur famille d'accueil font froid dans le dos et remettent au goût du jour la problématique du placement des enfants. À qui doit-on confier son enfant? Quels sont les facteurs de risque? Bien d'interrogations les vôtres certainement que nous allons tenter d'expliquer en première partie de ce programme. La varicelle, maladie infectieuse qui touche le bébé et les jeunes enfants dans 90% des cas, sera au menu de notre rubrique mots d'enfant. En fin d'émission, nous prendrons le cri de cœur d'une mère préoccupée par sa fille qui veut aller vivre chez son père. Voilà pour la vitrine de ce numéro. C'est un rendez-vous hebdomadaire sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, merci encore d'être des nôtres. Ce soir, nous parlons du placement des enfants et nous nous focalisons sur le placement chez un proche apparenté, souvent basé sur la confiance et la disponibilité des moyens matériels et financiers. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Monsieur Niam Jean-Patrick. Bonsoir, Monsieur Niam. Bonsoir, Madame. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes directeur du programme Bourse internationale de l'excellence du Cameroun. Vous êtes également coach éducatif. Vous encadrez des jeunes au quotidien. Parmi eux, y a-t-il des enfants placés ou des enfants qui ont été victimes de placement? Oui, en principe, en majorité, on a toutes ces couches. Généralement, les enfants placés. En majorité, des enfants qui ont subi des traumatismes liés à ce placement. Et quand ils sont à notre niveau, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous n'avons qu'à les ressourcer des énergies nécessaires pour qu'ils retrouvent cette gaieté qui pourrait les permettre de reprendre aisément le chemin de l'école. Vous qui êtes au contact avec ces enfants, c'est quoi leur réalité lorsqu'ils sont dans leur famille d'accueil? Bon, les réalités des familles d'accueil, généralement, sont des réalités qu'en particulier, beaucoup d'entre nous avons subies quand nous étions jeunes. Pour ceux des téléspectateurs qui ont eu cette chance peut-être de grandir au village comme moi, nous on avait un slogan au village, CEPE pour la ville. Alors, tu savais que pour que tu partes du village, il fallait avoir ton CEPE et une fois en ville, ton parent n'était plus là. Donc préalablement, il fallait qu'on te prépare à des courses de longue distance. Tu devrais être physiquement fort, ce qui voudrait que quand tu es arrivé maintenant à la famille d'accueil, d'aucuns sont préparés, d'aucuns non. Donc du coup, généralement, nous savons que dans des cas pareils, des tâches les plus dures reviennent à l'enfant placé. Du moment où peut-être ça fait la part belle des enfants de la famille d'accueil. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que peut-être ces familles d'accueil font erreur. Et nous allons voir pourquoi tout au long de cette édition. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien ce soir? Oui, très bien, je vais bien, merci. Vous avez fait un reportage sur le placement des enfants. Vous avez capté des témoignages assez poignants. C'est un élément réalisé avec le concours de Constantin Noudomki, Cyril Nantian et Eliane Ndene. Un enfant est un cadeau de Dieu dont il faut en prendre soin. La vie, son droit fondamental, d'ores et déjà inattaquable à la conception, se greffe parfaitement à d'autres droits, qu'ils soient socio-économiques ou culturels. Le respect de ceux-ci incombe bien sûr au sens large à la société entière, mais il va toutefois sans dire que le droit à une éducation, un abri, à la santé, et la liste n'est pas exhaustive, constitue une responsabilité des géniteurs. Le lieu ici est de reconsidérer le rôle des parents vis-à-vis de leurs enfants qui ne sont ni des jouets, ni des fardeaux dont on peut se débarrasser. La question est digne d'intérêt à la lumière d'un constat établi.
De plus en plus de parents biologiques confient l'éducation de leurs enfants à d'autres. Il n'est pas seulement question ici de ces enfants affectés par nécessité dans des centres d'accueil, mais des fils et filles de père et mère souvent jouissant de toute aptitude physique et psychologique et qui placent leur progéniture chez l'oncle ou la tante, l'ami d'enfance ou ce patron aisé. Une décision en général dans une bonne intention qui est souvent motivée par le souci d'offrir, tel qu'on se croit incapable, un niveau de vie meilleur à sa descendance. Une approche qui n'est pas du goût de tous. Si l'enfant a encore ses parents vivants, quelle que soit la situation financière dont ses parents se trouvent, il est mieux d'encadrer ses propres enfants. Lorsque vous prenez votre enfant et que vous donnez votre enfant chez votre oncle, tante, quoi que ce soit, l'enfant devient orphelin. Quel que soit l'âge, il perd d'abord la chaleur. Oui, l'histoire recèle des cas nombreux de tuteurs bienveillants qui se sont bien occupés des enfants à eux confiés, mais a-t-on seulement pensé à d'autres facteurs difficilement perceptibles? Des valeurs que défendent des parents biologiques sont-elles celles que va recevoir l'enfant dans sa famille d'adoption? Les règles, la discipline du tuteur sont-elles en adéquation avec celles des parents? Et sinon, contrairement aux attentes, l'enfant pourrait ne jamais y trouver de l'épanouissement. Les constitutions affectives et spirituelles, pour ne citer que celles-là, à inculquer à cet enfant par d'autres adultes, vont-elles ressembler à celles des géniteurs? Son droit à l'identité pourrait alors de ce fait être bafoué. Lorsque je perds mon job et que nous sommes rentrés au village avec mon épouse, après moi, elle va se réfugier chez une tante à Ezeka. Et de là, les enfants seront vendus pour aider la vente de poissons, aider ceci, cela. Et les enfants seront si maltraités qu'ils vont me perdre même dans leur tête. Lorsque je vais y arriver quelques temps après, les enfants seront si froissés que le garçon va commencer à pleurer comme quelqu'un qu'on est en train de fouetter. Et la grande sœur dit à sa petite sœur que voilà papa, c'est lui qui nous apportait les gâteaux, c'est lui dont l'enfant n'a même plus souvenir de son père. Et il faut bien ne pas se voiler la face, ce bien-être tant souhaité pour l'enfant placé dans la plupart des cas s'est vu transformé en cauchemar. Ce qui s'est passé à mon petit frère, c'est que mon petit frère d'abord, on vivait ensemble avec sa femme et ses deux enfants, donc du coup, il n'y avait pas du tout l'entente dans la maison. Et mon fils était... Les deux n'appréciaient pas mon fils. Lui, c'est toujours en train de traiter mon fils des voleurs, des bandits, le traumatiser, lui parler mal. Et un jour, il s'est passé, j'étais pas là. Apparemment, mon fils a pris la nourriture, donc coupé un peu le poisson de l'un de ses enfants. Sa copine aussi rentre, elle ne me dit rien. Mon petit frère aussi, comme il est mécanicien, quand il rentre là-bas, il s'appelle Marco. Il rentre là, elle dit, moi, il n'était pas là, moi, je suis sorti. Quand je reviens, peut-être une temps après, je vois que mon fils a été sévèrement battu. Elle est restée s'enfermer dans la chambre avec ses deux enfants, restée au salon, taper mon fils, tourner en rond. Les voisins même sont venus toquer. Il a coupé de la nourriture parce qu'il a coupé un peu le poisson de son frère. Et le risque de perdre l'attachement de ses propres enfants est non négligeable. Aujourd'hui, les enfants ont déjà le 20 ans, le 28 ans, les 30 ans. Et puisque leur adolescence a été marquée par toutes ces choses-là, ils sont incapables de vivre avec moi. Ils sont toujours reculés vers cette famille qui les a implantés, je vais dire, cette assise qui ne convient pas. Loin ici de se dresser contre une aide éventuelle venant de sa famille, qu'elle soit d'une part sollicitée ou proposée d'autre part, en marge des cas extrêmes qui impliquent par exemple le décès des deux parents ou un handicap prononcé d'un en l'absence de l'autre, les enfants ne sont-ils pas protégés par leurs géniteurs mieux que par quiconque? La précarité affective, à elle seule, n'est-elle pas plus dangereuse pour un enfant qu'un train de vie modeste? À chaque parent d'en tirer le parti qui soit pour lui le meilleur.
C'était là le reportage de Colin Bekatal avec des témoignages assez émouvants. Colin, vous avez relevé dans cet élément que les enfants sont dans la plupart du temps placés chez les parents plus nantis, les familles d'accueil plus nantis que leurs parents biologiques. Oui, en effet. Nonobstant quelques cas où, dans le contexte africain, on donne un enfant une tante parce que c'est son homonyme, et où aussi, bon, peut-être, on donne un enfant pour combler le vide, n'est-ce pas, pour celle qui n'en a pas fait. On sait que des familles nantis sont sollicitées, parce qu'on ne comprend pas quel intérêt un papa donnerait son enfant à celui qui vit comme lui ou qui vit bien moins que lui. Alors, on comprend que on a le souci, le reportage le relevait tantôt, que son enfant se porte bien, qu'il aille dans de bonnes écoles, qu'il mange. Et on sait aussi que cela entraîne une autre perspective, celle des parents, je dirais pas responsables, mais pas aussi responsables que ça. Quand l'enfant n'est pas là, il est dispensé de certaines pressions. Il comprend qu'il ne lui incombe plus de réfléchir à comment est-ce qu'il faut qu'il aille à l'école, qu'est-ce qu'il mange, et ainsi de suite. C'est ce qui explique le fait que ses parents, n'est-ce pas, je dirais pas pauvres, des parents qui mènent un train de vie courant et normal, modeste, sollicitent la plupart du temps ces personnes qui ne sont forcément pas riches, mais qui semblent promettre un train de vie plus confortable à leurs enfants, tels que eux croient, je dis bien croient, qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, en donner à leurs enfants. Vous avez certainement par souci d'équilibre noté qu'il y a des cas où il est nécessaire que l'enfant soit placé. Oui, mais ce que je veux dire ici n'engage que moi en même temps. Voyez-vous, si des enfants n'ont plus de parents, les deux parents, et qu'ils ne soient pas en mesure de s'occuper d'eux, il va de soi qu'ils seront placés. Ils seront sous la tutelle, n'est-ce pas, d'autres personnes qui ne sont pas ses parents biologiques parce qu'ils n'y sont pas. Il y a un autre cas, d'ailleurs que j'ai relevé, dans la mesure où un des deux parents est vraiment impotent comment je veux dire, de ses membres, il est complètement handicapé, l'autre n'étant pas. Donc ces précisions sont aussi importantes parce que s'il y a au moins un des deux qui jouisse ne serait-ce que des facultés mentales, même s'il est impotent de jambes et de bras, il est important qu'il soit avec son enfant, qu'il accepte l'aide venant d'ailleurs, bien sûr, mais qu'il s'occupe tout au moins de son enfant, qu'il voit son enfant grandir parce que c'est à lui qu'il revient, n'est-ce pas, d'inculquer des valeurs qui ne sont forcément pas matérielles, mais qui sont des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre qui incombe, n'est-ce pas, cette responsabilité devrait être là. Maintenant, si un des deux parents n'est plus là, systématiquement, ça peut arriver, c'est un décès, on sait aussi combien est-ce que des parents, des papas, dans la plupart des cas, font des enfants et puis ne les reconnaissent pas et prennent la poudre d'escampette. Dans des cas comme cela, où la maman est complètement amortie, vraiment complètement affectée par une certaine maladie, au point où elle ne soit pas en mesure elle-même de gérer ses émotions, de gérer son aspect psychologique et encore moins peut-être, n'est-ce pas, d'être autonome physiquement parlant. Je pense qu'il est important aussi qu'un des deux parents vivants, ou tous les deux, et n'étant pas là, qu'on sollicite l'aide d'une tierce, d'un oncle pour pouvoir apporter de l'aide, n'est-ce pas, quant à la carrière de cet enfant. Merci Colin Bekatal. Une fois encore, vous avez planté le décor de cette émission. Au plaisir de vous recevoir encore la semaine prochaine. Bien sûr, s'il plaît à Dieu, nous y serons. Monsieur Niem, vous êtes d'avis, vous avez suivi le reportage tout à l'heure, vous êtes d'avis avec le parent que placer son enfant fait d'office de cet enfant un orphelin? Bon, placer un enfant fait de cet enfant un orphelin, d'une part, je pourrais être d'accord, et d'une autre part, en fait, la vision du psychologue que je suis voudrait que quelque part l'on comprenne qu'il est fort possible que cela soit plutôt encore une formation pour l'enfant. Parce qu'en fait, pendant qu'on lui adresse les tâches les plus difficiles, les plus compliquées, il se forme. Il forme son caractère et il se développe. Maintenant, si c'est à l'excès, nous savons tous que l'excès nuit, alors il y a le risque de traumatisme. L'enfant peut être traumatisé. Aujourd'hui, nous décrions par exemple le phénomène des violences
montant. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Ça vient d'où? Ça pourrait aussi venir des enfants placés, parce qu'en fait, un enfant placé, maltraité, développe de son intérieur la haine. Et cette haine, il peut la ressortir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être directement sur ses cousins, ça peut être sur les autres, c'est-à-dire les camarades de classe. Et je dois noter quelque part que la maltraitance, par exemple, des enfants placés, tout de suite induit à l'erreur de la facilité. Si vous avez bonne mémoire qu'aujourd'hui, nous sommes tous presque sous la houlette de la facilité. Nous voulons le gain facile. Mais souvenez-vous, un enfant qui ne mange pas à la maison, qui se sent maltraité, qui ne se sent pas, qui n'a pas d'affection, parce qu'en fait, le premier manquement d'un enfant placé, c'est l'affection. Et je pense que dans le reportage, c'est ce que le monsieur décrit en disant l'enfant est orphelin. Oui, c'est cette affection qu'il manque en fait. Alors, un enfant qui n'a pas d'affection, chez moi, parce que son père, ou son oncle, ou sa tante, mais s'il peut trouver cette affection chez vous, à votre avis, qui devient son maître? Tout de suite, quand on plantait le décor, j'expliquais le fait que depuis que l'éducation nationale avait explosé, on devrait aujourd'hui chercher où est-ce qu'elle était partie. C'est parti. Alors, cette éducation civique et morale, attention, ça ne vient pas de l'école. L'éducation civique et morale n'est pas un enseignement conventionnel, comme excuse. C'est un enseignement qui viendra de la maison. Alors, si vous avez placé un enfant dans une famille où, pendant que les gens prient, lui il est en train de laver les assiettes, qu'est-ce qu'il retient? Pendant que les gens tiennent une causerie familiale, lui il est en train de tailler le gazon, qu'est-ce que ça donne? Pendant que qu'il y aurait quelque chose, une festivité par exemple à la maison, lui il est censé aller vendre pour ramener, je sais pas. Alors, lui il est absent. Et pendant qu'il vend, un bourreau peut se présenter. D'accord, ta marchandise coûte combien? 5 000. D'accord. Tu jettes ça, tu viens avec moi toute la journée. Et quand la journée est finie, il a 10 000. Il va donner 5 000 à la maison. Il garde 5 000. Bienvenue à un nouveau corps qui, demain, on ne sait pas ce qui sera proposé. Parce qu'en fait, il faut avouer, moi je dis souvent, à un certain âge, on ne peut pas tenir responsable des enfants de certains faits. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais M. Niem, confier son enfant à un tiers, ça fait pratiquement partie de nos cultures africaines, de la solidarité africaine. À quel moment cela devient dangereux? Cela devient dangereux à partir du moment où l'enfant fait chez le placé. Quand il n'y a pas cet encadrement, parce qu'en fait, moi qui mets mon enfant chez vous, chez ma soeur, chez mon frère, chez un ami, je suis censé savoir que le cœur que j'ai, lequel je pourrais encadrer son enfant, est le même qu'il pourrait encadrer le mien. Sauf maintenant que, compte tenu des développements démographiques et autres, nous ne savons réellement pas dans quel type d'Eldorado celui-ci vit. Nous n'allons pas revenir peut-être sur certains faits qui peut-être nous laisseront entrer sur des sujets un peu bizarres. Mais généralement, il est monnaie courante de voir quelqu'un dans une grosse caisse, dans une belle maison et croire qu'il vit aisé. Attention, il faut relever un bémol à cet endroit. Ce n'est pas parce que nous voyons un confort physique qu'il voudrait réellement que c'est confortable chez lui. Et vous allez trouver comme ça des enfants qui vont vous dire, ben écoute, le mercredi, nous n'allons pas rentrer à la maison. Vous n'allez pas vous poser la question de savoir. Mais psychologiquement, ils sont violés. Peut-être par quelque chose qui se fait le mercredi dans cette maison. Et il n'a pas l'envie d'y revenir. Donc, avec des faits pareils, obligatoirement, ça devient dangereux. Ça devient également dangereux quand, par exemple, dans une maison, vous trouvez que celui qui est arrivé est désormais celui qui balaie la maison, il fait la vaisselle, il dresse les lits. Bref, il s'occupe de toutes les tâches de la maison. À tout faire. Pendant que les autres regardent Marimar, lui, il est censé aller frire le plantain. Et juste après,
Pendant que ceux qui regardaient Marimar mangent, lui, il doit être, je ne sais pas, en train de s'occuper d'autre chose. Alors, il a pris un plantain qu'il n'a pas pu manger lui-même. On va chercher peut-être les restes de nourriture d'hier. C'est ce que lui, il va manger. Alors, ça crée des frustrations. Ces frustrations l'habitent. Moi, je vais vous prendre un cas, peut-être il pourrait être un cas très particulier. J'ai souffert de la dépression. Je n'avais pas souffert de la dépression parce que, bon, bref, je souffrais d'une maladie, je ne savais pas. Pourquoi? J'habitais dans une maison où tout ce qui était mauvais, c'était toi. Et là où il y a du bien, tu n'es pas à côté. Ça veut dire que c'est une histoire que vous avez vécue et que vous connaissez bien. Si, si. Et je sors de là seul. Comment? Un matin au lycée, je décide d'être président d'un club qui prône la paix et la non-violence en milieu scolaire. Le Cercle d'action nationale pour la promotion de la paix à l'école. Et le 10 décembre, on organise une kermesse et je me suis mis à fond. Alors, ce matin, je suis arrivé au lycée le 1er, je me suis rassuré que tout était bien, je suis rentré, je me suis remis, je suis revenu et quand je suis arrivé au lycée, tout le lycée a acclamé, même le proviseur a applaudi pour moi. Alors ce jour, je me suis senti important. Et dès ce jour jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, je ne me suis plus jamais laissé... au fait... Et vous avez par ailleurs décidé de tendre la main aux enfants dans cette situation. Exactement. Notre deuxième invité nous a rejoint, Madame Micheline Samet. Bonsoir. Bonsoir Adi. Bonsoir Monsieur Nguyen. Bonsoir Madame. Bonsoir chers téléspectateurs. Vous êtes notre consultante permanente sur ce plateau. Votre rôle au quotidien est de débloquer les situations conflictuelles pour une vie familiale plus harmonieuse. Coach, en dehors des parents peut-être victimes de maladies, des parents, des situations de fait où l'enfant est obligé d'être placé, qu'est-ce qui peut motiver un parent à confier son enfant à une autre personne? De ce que je vois des parents qui viennent en coaching chez moi, je peux dire que c'est l'irresponsabilité. C'est clairement l'irresponsabilité parce que, on l'a dit assez sur ce plateau, c'est aux parents que revient l'éducation de l'enfant. C'est aux parents que revient la formation de l'enfant. Mais si le parent, entre guillemets, normal, décide d'aller placer son enfant ailleurs, ça veut dire que c'est lui le parent qui a un problème. En principe, on s'attend à ce que, comme on dit chez nous en Afrique, nous on partage. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. C'est comme ça qu'on fonctionne en Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le parent décide d'arrêter de partager pour prendre un enfant et le donner à quelqu'un d'autre? Fût-il son frère, fût-il quelles que soient les raisons qu'il peut trouver, il y a quelque chose qui ne va pas chez le parent qui, à un moment, clairement, a démissionné de ses fonctions de pourvoyeur. Peut-être qu'il se sent dépassé par sa charge familiale. Mais tel que nous sommes éduqués en Afrique, plus la situation devient difficile, plus on monte d'un cran dans notre niveau de résilience. Ça veut dire que si un parent décide de prendre son enfant et de le donner à un autre, ça veut clairement dire que le parent a démissionné, il a abandonné, il a cessé de se battre. Puisqu'il est donc dépassé, bon, il cherche maintenant quelqu'un qui va l'aider à porter sa charge et clairement, c'est déplorable. Coach, dans le cas où il faut systématiquement confier l'enfant, quels sont les critères qui doivent motiver le choix de la famille? Bon, je suis un peu hésitante sur le terme systématiquement. Bon, disons que s'il faut vraiment le faire, il y a des instances spécialisées pour choisir la famille d'accueil. Généralement, on se base sur le professionnalisme des personnes parce que vous allez comprendre que dès que l'enfant quitte le cadre familial, même si c'est un membre de famille, le niveau d'affection ne peut pas être comme la personne qui l'a mise au monde. C'est pas possible. Donc, à un certain moment, vous allez souffrir qu'on commence à parler d'eux comme des spécialistes, même quand ce sont des membres de famille. Ça veut dire qu'il faut tenir compte du niveau de spécialité de la personne, du niveau de responsabilité de la personne. Est-ce que la personne est capable de donner du cœur à quelqu'un qui n'est pas son enfant? Si c'est une femme, est-ce qu'elle est capable de prendre dans ses bras, d'embrasser, de consoler pour calmer un enfant qu'elle n'a pas mis au monde? Il faut veiller à ce que la personne ait ce niveau-là. Malheureusement, il y a des déviances qui ont été constatées. Il y a des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous les avez vues. Des parents qui ont décidé, sans dire à la nounou, de mettre les caméras dans la maison. Et on a vu des scènes horribles où la nounou traumatisait l'enfant. Personnellement, je n'ai pas eu le cœur d'aller jusqu'au bout
de ce que je voyais. Donc, il faut clairement juger du niveau de maturité de la personne qui doit recevoir l'enfant. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est l'environnement. Est-ce que l'environnement est adéquat pour un enfant? Est-ce qu'il y a un bar à côté, une boîte de nuit? Est-ce que l'enfant a un lit, une moustiquaire? Est-ce que l'enfant va manger? Comment est-ce qu'il va être géré? Donc, il faut tenir compte de cet environnement aussi. Si on a ça, la dernière chose qui est relative, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour que de temps en temps, l'enfant reste quand même en contact avec son parent pour garder ce lien émotionnel qui le rend finalement humain? Si l'enfant est complètement coupé de son parent, même s'il a tout, il aura toujours une petite nostalgie qui va faire qu'il ne sera jamais naturel. Coach, est-ce que ce sujet de placement en famille ne remet pas un peu en question notre système d'entraide familiale dans la prise en charge de nos enfants? Moi, je pense que le problème devait se poser en amont. Le problème devrait vraiment se poser en amont. Mes amis, qu'est-ce qui fait qu'un parent décide de prendre son enfant pour donner ailleurs? C'est parce qu'il est dépassé, n'est-ce pas? D'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit dépassé? Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de prévoir ça? Est-ce que vous travaillez, vous avez un salaire de, je dis n'importe quoi, 100 000 francs, et puis vous avez 8 enfants? Mais c'est vous qui avez fait ces 8 enfants. Soyez responsable dans les actes que vous posez. Maintenant, on dit souvent en éducation financière, on dit que quand tes moyens ne suffisent pas, tu as deux possibilités. Soit tu augmentes tes revenus, soit tu diminues ton train de vie. Sauf que tu vas diminuer ton train de vie à un certain niveau. Ça va arriver au niveau où vous allez tomber malade. Parce que vous mangez maintenant une fois par jour, les enfants ne sont pas suivis, vous allez être malade. Donc à un moment, le parent doit redevenir assez responsable pour se jeter dans la bataille. Oui, par la force des choses, il a eu 8 enfants. Il aurait voulu avoir 2, je suis d'accord. Maintenant que les 8 soient là, assumez vos actes. Lancez-vous dans la bataille. Trouvez d'autres boulots. Bref, faites quelque chose pour garder votre enfant. Vraiment, vous séparer de votre enfant crée un traumatisme plus grand que le confort que l'enfant va avoir ailleurs. Moi, je n'ai pas grandi dans une famille aisée. On était nombreux dans la maison, mais on était heureux. On était vraiment heureux. Quand on se revoit aujourd'hui, on parle des moments où on mangeait le riz et l'huile rouge. Parce que oui, on était arrivé à ce niveau. Mais vraiment, on partageait ça en riant, dans la blague et tout. Et c'est des moments qui sont très forts. Lorsqu'on se retrouve, on s'appelle encore avec nos petits noms, comme on se cafouillait autour de ce plat de riz et de l'huile rouge. C'est des moments très forts qui nous ont structurés. Vous imaginez qu'est-ce que ça aurait été si on avait enlevé l'un de nous, on l'avait envoyé chez un tonton qui va l'amener à l'école en voiture, il va manger le poulet. Oui, il aurait eu peut-être bonne mine, mais au fond de lui, il aurait été cassé. Donc le conseil que je donne aux parents, c'est que, je vous en prie, vous séparer de votre enfant doit être la dernière solution. Tout ce que vous pouvez faire pour votre enfant, je le dis parce qu'actuellement, il y a un enfant que j'ai en charge, qui est un enfant placé. Il sort d'une famille de 7 enfants. Il est le dernier et il a été placé chez sa première grande sœur et il est en train de vivre exactement tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Il va se reconnaître. Coucou à toi, beaucoup de courage. Monsieur Niem, vous avez parlé de ça à l'entame. Le confiage implique le déplacement, l'enfant qui change carrément de cadre de vie et va parfois le changement démographique, c'est social. Comment est-ce que l'enfant vit cela, ces changements? Bon, l'enfant vit ces changements déjà intérieurement, hein, parce que disons que on ne forme pas le caractère humain à un certain âge. Le caractère humain réellement se forme dès la préadolescence et à l'adolescence. Et comme je vous disais tantôt, quand on vit émotionnellement un fait, ce fait nous habite et il est fort possible qu'il devienne notre quotidien durant le reste de notre vie. Et ça peut nous affecter au point où nous pourrons à notre tour transférer cela si entre-temps rien n'a été fait. D'où il est important aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de madame. Sincèrement, il faut qu'on dise aux parents que se séparer de son enfant, l'enfant que nous avons mis au monde. Excusez-moi, j'aime les exemples. Il y a un monsieur que j'ai aimé après sa mort. De son vivant, je ne l'avais pas aimé. Je n'avais jamais écouté sa musique. Mais tellement on m'a traumatisé avec sa musique après sa mort que je me suis mis à la recherche pour savoir qui était même ce monsieur. Alors, je me suis rendu compte que
Si Didier Arafat, paix à son nom, avait eu l'affection maternelle, ce garçon, au jour d'aujourd'hui, ne serait pas mort. Parce qu'en fait, son introduction dans X, Y ou Z vient du fait de l'absence de cette affection maternelle. Donc, je prierai vraiment à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment de prendre ce sujet très au sérieux. Si aujourd'hui nous pensons que nous devons réduire les violences, en milieu scolaire par exemple, de manière générale, parce que ça commence en milieu scolaire mais ça continue, parce qu'en fait les violences à l'école se répercutent dans la société et ça ne l'oublions pas. C'est que nous quittons, au fait, quand le caractère nous a déjà habités, même dans nos fonctions, il est visible, bien que peut-être nous pouvons être parfois managés, ça nous fait, mais toujours est-il que c'est perceptible. Donc, pour éviter ces violences au maximum, chaque parent devrait prendre les responsabilités d'apporter à sa progéniture une éducation de qualité. Et ceci ne passera que par l'affection maternelle que vous allez donner à vos enfants. Moi, si je pouvais conseiller aujourd'hui à un parent de placer un enfant, je lui demanderais premièrement de jauger la qualité de la probité morale de la personne à qui il confie son enfant. Premièrement. Et en deux, voir le degré de disponibilité de celui-ci. Parce que madame le disait tout à l'heure, il y a d'aucuns d'entre nous qui sommes salariés, mais nous n'avons pas de temps pour notre famille. Si pendant que cela est fait, ce que je conseille généralement aux parents à cet endroit, c'est que allez prendre votre maman, c'est-à-dire la grand-mère des enfants, mettez-la à la maison, étant sûr qu'elle couvrira ceci de toute cette affection. Donc, mais monsieur Niem, est-ce que le problème du placement, cela ne dépend pas aussi de la durée? Il y a des enfants qui sont placés pour 1 ou 2 années et d'autres, c'est pour une durée indéterminée. Est-ce que cela ne joue pas aussi sur l'affection que la famille d'accueil porte à l'enfant? Bon, déjà à ce niveau, il faudra voir le problème du départ. Pourquoi le parent a placé? En vérité, beaucoup des enfants aujourd'hui sont placés parce que les parents ne veulent pas faire des efforts. Ils sont tellement absents de leur boulot qu'ils trouvent mieux déposer la charge ailleurs. En exemple, on a une grande sœur, déjà parce qu'elle travaille, la petite sœur ne travaille pas. Ok, tu viens, je te paye l'école et tu t'occupes de mes enfants. Alors, pendant combien de temps va-t-elle s'occuper de ses enfants? N'a-t-elle pas le droit aussi à elle de penser à aller en mariage? Elle vit aux dépens de sa sœur. Donc tout de suite, tout ce qui peut être exogène dans ce foyer n'est pas la bienvenue. Au pire des cas, même son petit ami. Alors, à quel moment va-t-elle penser à elle de fonder sa famille du moment où sa grande sœur est devenue le Manitou, la plaque centrale à qui on doit rendre compte des faits et gestes, et quand elle n'a pas approuvé un fait, tout est coupé. Donc, tout part de là, de comment c'est parti pour le point d'arrivée. Donc, il y a des étapes qui peuvent se faire à court terme. Par exemple, moi je me souviens, papa perd son boulot, nous sommes appelés tout de suite à aller au village, parce qu'il n'y a pas autre solution. Maman nous porte, on va au village, on passe 1 an, il a eu le temps de se ressourcer. L'année prochaine, il reprend sa famille et nous reprenons notre cours de vie normal. Alors, ce petit temps, pour un parent conscient, il sait le reprendre. Maintenant, quand ça n'a pas été ainsi, quand l'enfant a été placé pour une longue durée, je vous prenais par exemple tout à l'heure le cas de nos oncles qui avaient des moyens au détriment de nous, nos parents qui n'en avaient pas. Alors, tu devais passer tout ton secondaire, par exemple, chez lui. Ça, c'est un cas de longue durée. Mais durant tout ce temps, qu'est-ce que l'enfant
devient. Est-ce que le parent qui a envoyé l'enfant prend le temps d'aller même le rendre visite, et ne serait-ce qu'une fois par mois? Je ne me trompe pas, hein, au Cameroun, là où nous sommes là, pratiquement dès qu'on te donne un enfant, c'est bon, on oublie même. Ça dit, même à la fin du mois, comme ça, dit, ok, voilà 5 000 pour qu'il ait le beignet. Ce monsieur ne verra pas. Et à la fin, il va voir que les petites économies que lui, il peut faire pour ses propres enfants, sont obligés de se disperser et justement, personne ne peut plus être ce que cela doit être. Et généralement, ça frustre les femmes. Vous allez trouver dans votre épouse qui va vous dire, écoute, comme c'est ainsi, je pensais que pendant que nous sommes là, tes frères peuvent collectionner des vivres au village, ils nous ravitaillent, ils peuvent faire ci, ils nous ravitaillent, mais ils ne font absolument rien. Ok, je m'occupe d'abord de mes enfants. Sauf que maintenant qu'en prenant cette décision, les enfants qui n'y sont pour rien, c'est-à-dire les enfants placés, sont les victimes. Victimes de la maltraitance, parce que madame va d'abord se rassurer que ses propres enfants ont mangé, avant de voir si les enfants qui lui ont été donnés, placés, ont mangé à leur tour. Et tant que ces enfants ne sont pas rassasiés, rassurez-vous, ceux-là ne vont pas manger. Et quand ils vont dormir 2 nuits sans manger, ils vont adopter des mauvais comportements, genre prendre sans permission, manger chez le voisin. Et c'est des caractères qui habitent et qui grandissent. Parce qu'il faut avouer qu'il n'y a pas de petits vols. Quand vous commencez par prendre le bic d'un camarade de classe, rassurez-vous, vous finirez par prendre le livre de l'enseignant. Et quand vous avez pris le livre de l'enseignant, vous finirez par fouiller dans le portefeuille du papa. C'est ainsi que ça va grandir. Un enfant qui a pris 50 000 dans le portefeuille de son père, ça lui coûterait quoi de prendre 1 milliard dans une caisse publique parce qu'il est devenu fonctionnaire? Et c'est compris. Madame Samé, vous avez parlé tout à l'heure du parent qui doit garder une certaine approche avec son enfant. Est-ce que ça ne peut pas créer un conflit d'autorité entre son parent biologique et son tuteur? En principe, ça ne devrait pas. Parce que lorsque le parent place son enfant, il fait un transfert d'autorité aussi. Ça veut dire que celui qui reçoit l'enfant, maintenant, c'est lui qui va donner des ordres et l'enfant doit exécuter. Chez nous, en Afrique, par exemple, nous, on a beaucoup de papas. Donc, lorsqu'on vous place, on vous prend, on vous met chez quelqu'un d'autre, c'est votre maman ou votre papa qui vous dit qu'à partir d'aujourd'hui, celui-là, c'est ton papa. Donc, l'enfant même vient en se mettant déjà psychologiquement sous l'autorité de la personne qui va prendre soin de lui. Maintenant, le parent qui reçoit l'enfant, lui aussi doit avoir un minimum de maturité quand même. Heureusement, moi je connais des cas heureux où celui qui garde l'enfant est tellement de bonne foi, c'est tellement impliqué qu'il s'est tellement attaché à l'enfant que c'est lui maintenant qui tient même à garder l'enfant. Tellement l'enfant même est à l'aise dans la maison, lui-même s'est attaché à l'enfant, donc il y a quand même un certain niveau de maturité. Mais ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que le parent qui reçoit l'enfant ne doit pas oublier que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce que quel que soit le degré d'affection que vous allez lui donner, à un moment, il faudra bien que la nature reprenne ses droits. Et puis, il y aura un déchirement. Le parent va se plaindre, il est ingrat avec tout ce que j'ai fait pour lui. Aujourd'hui, il est parti. C'est à peine s'il m'appelle encore. Est-ce que ce n'est pas ça qui pousse certains parents à maltraiter les enfants placés? Pas toujours. Pas toujours. Parce que lorsque le parent maltraite, le parent entre guillemets, maltraite l'enfant qu'il reçoit, généralement, c'est pour des circonstances du quotidien. Généralement, peut-être c'est la nuit. Il est, je dis n'importe quoi, 22 h. Et puis, on sonne. Ce n'est pas parce que l'enfant ne sera pas reconnaissant dans 10 ans que vous gardez vos enfants derrière et c'est lui que vous envoyez au portail pour demander qui est là. Généralement, c'est dans des circonstances du quotidien que le parent... Et puis, moi je vois des choses en coaching, je vous assure. Le parent qui, entre guillemets, maltraite l'enfant, je parle du parent qui a reçu l'enfant, je vous assure que c'est vous qui prenez ça pour de la maltraitance. Lui pense qu'il est de bonne foi, c'est un enfant qui est un peu têtu, il faut le redresser. Et puis généralement, ces enfants sont les aînés des enfants du couple. Non, 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 il va gâter mes enfants pour qu'on n'en arrive pas là. Il faut... Sauf que ce parent ne se rend pas compte que l'enfant qu'il a reçu est un enfant traumatisé du fait qu'il y a eu une coupure d'affection. Et que maintenant, pour amener l'enfant à
entre guillemets, obéir, il doit utiliser d'autres moyens. L'enfant n'est pas en train de se rebeller contre lui, contrairement à ce qu'il croit. L'enfant ne se rebelle pas contre lui. L'enfant se rebelle contre son état, du fait qu'il n'est pas dans sa situation idéale. C'est contre ça qu'il se rebelle. Mais comme il se trouve que il est dans la maison, devant ses parents et devant ses enfants. Quand on dit lave les assiettes, il ne lave pas, il casse exprès le plat, on lui dit quelque chose 10 fois, il ne fait pas. Et plus il s'entête, plus le nouveau parent lui met la pression. Et puis ça devient que c'est un enfant. Moi, certains parents m'ont dit que non, l'enfant là, il est même possédé, c'est même pas un enfant normal. Pas du tout. En fait, c'est un enfant qui souffre seulement. C'est à vous de savoir par quel bout le prendre. Lorsque vous prenez les choses comme ça, généralement, ça va. Le conseil que je donne souvent aux parents, peut-être ça peut vous aider aussi, vous qui nous suivez, c'est de parler avec l'enfant. Un jour, quand il n'y a personne, ou alors, si vous voulez, prenez l'enfant, habillez-le bien, sortez, vous et lui seulement. Allez quelque part, vous vous asseyez quelque part. Si vous avez un peu d'argent pour lui acheter une friandise, c'est tant mieux. Sinon, asseyez-vous quelque part et posez-lui la question que si ça dépendait de lui, il aurait aimé que les choses se passent. Comment? Promettez-lui que vous n'allez pas gronder, vous n'allez pas le menacer. Vous voulez juste savoir pour ajuster l'accompagnement que vous lui faites. Si vraiment vous l'avez bien fait, l'enfant va ouvrir son cœur et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il ne vous en voulait pas. Peut-être c'est même un adolescent. Son corps même est en train de se transformer. Lui-même ne reconnaît même pas ce nouveau corps. Il a de nouvelles envies. Il n'a pas le courage de vous demander pourquoi son corps fait comme ça. Pendant que vous êtes là pour dire qu'il est têtu, en réalité, c'est son parent qui lui manque. Peut-être il ne s'habitue pas à vos façons de faire par rapport aux autres façons. Bref, l'enfant là même a ses traumatismes. Ne courez pas dire que c'est un enfant têtu. Si vous savez par où le prendre, vous réussirez. Nous allons marquer un arrêt pour parler d'autre chose. C'est le moment de notre rubrique mots d'enfant et ce soir nous parlons de la varicelle, comment s'y prendre. Élément de réponse avec le pédiatre Ndioya Suleiman, rencontré par Cynthia Nguemo. La varicelle, c'est une infection virale, germane, qui se transmet par un germe qu'on appelle varicelle zoster virus. Voilà. La cause, c'est quoi? On peut définir les causes parce que c'est des infections virales qui se transmettent par des gouttelettes salivaires, par les enfants qui sont infectés, qui peuvent tousser, qui peuvent s'enrhumer, éternuer et infecter l'autre. Généralement, ça se contagie vraiment, elle est tellement contagieuse, ça va d'un enfant à un autre, ça dépend de l'enfant là où se trouve. Les enfants sont dans des crèches, à l'école primaire, à l'école maternelle, qui a trouvé notre enfant qui a été infecté, qui a toussé, qui a remis, qui a touché la peau, qui a des éruptions. Les premiers symptômes de la varicelle sont les éruptions. Les éruptions vésiculeuses, c'est-à-dire qu'il y a un bouton qui apparaît à la peau, qui contient un liquide clair. Deuxième symptôme, c'est souvent, c'est parti sur toute la peau. Et ces éruptions ne sont pas confluentes, donc c'est disséminé sur un peu toute la peau, comme je suis en train d'expliquer. Et le deuxième symptôme, généralement, c'est le démangeaison. Ces enfants-là, quand ils ont ces varicelles-là, en dehors de la fièvre qu'ils font, chez certains enfants, c'est pas sur tout le monde, il y a des éruptions cutanées, qu'on appelle les vésicules qui contiennent le liquide clair. Et par moments, souvent, ce liquide clair peut se surinfecter et devenir jaunâtre. Généralement, on conseille ce moment d'aller à l'hôpital, dans le cas des varicelles, parce qu'il faut gérer d'abord le fait de se gratter la peau, parce que plus se gratte la peau, ça sort d'un endroit à un autre sur la peau. Quand le liquide coule, ça infecte la peau saine, ainsi ça se répand sur tout le corps. Généralement, on doit empêcher l'enfant de gratter la peau. Ça, c'est le premier traitement qu'on fait. En même temps, il y a des médicaments qu'on prescrit généralement à l'hôpital qui permettent de gérer ce grattage de la peau. De deux, maintenant, il y a certains produits qu'on met souvent sur la peau, certains médicaments pour sécher les éruptions les uns après les autres. Le monde souvent désinfecte la peau. On lave la peau pour qu'elle soit bien désinfectée, pour qu'elle soit propre, même avec du savon simple. On lave la peau de l'enfant. Maintenant, pour que ça ne s'infecte pas d'une peau à une autre, d'un point infecté à une peau saine. Voilà. Et on pratique souvent des médicaments pour empêcher l'enfant de gratter la peau.
Et puis, c'est aussi un médicament pour sécher des points, parce que chez un enfant, il y a certains médicaments qu'on prescrit, qui, sur chaque point, on investit sur chaque point. Maintenant, éviter au maximum le contact avec l'enfant qui n'est pas malade. Par exemple, dans une famille, quand un enfant a eu, directement, ceux qui ont contact avec lui pourra avoir la varicelle. Soit les parents viennent avec un a commencé, l'autre a commencé, ou bien l'enfant revient chez moi, il avait la varicelle, et ça a pris toute la maison. Traiter ça à la maison, c'est souvent un peu délicat. Généralement, il faut aller à l'hôpital. Peut-être sans problème, peut-être la varicelle. Il faut qu'un médecin consulte, le pédiatre consulte. Si c'est la varicelle, il va suivre. Même le médecin généraliste peut gérer une varicelle de l'enfant. Première chose, il faut le presser des antipyrétiques. Même à la maison, il prend déjà son antipyrétique simple, ça peut être du paracétamol. Quand on doit à l'enfant, vous baissez la fièvre et on te dirige à l'hôpital, le médecin va faire la suite. C'était là notre rubrique mots d'enfant sur la varicelle et cela nous conduit à la dernière partie de cette émission, le cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent préoccupé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir à vous et à l'équipe qui vous accompagne. Vous faites un travail formidable pour l'éducation de nos enfants. Merci. Mon chagrin est immense. Voilà pourquoi je m'en remets à vous ce soir. J'ai 43 ans. Ma fille de 13 ans veut aller vivre chez son père. Nous sommes séparés depuis des années. J'ai toujours pris soin de mon enfant. Il y a de cela 2 ans que son père a décidé de revenir dans nos vies. J'ai fait en sorte qu'elle ne le rejette pas et le voit souvent. Il a refait sa vie et a eu un bébé en novembre. Je viens aussi d'avoir mon 2e enfant avec mon conjoint. Mais ma fille me rend la vie dure. Elle a totalement changé. Elle n'a en tête que d'aller vivre avec son père. Suis farouchement opposée à cette idée. J'ai tout essayé, rien ne semble la dissuader. Au contraire, elle devient insolente. Je ne veux pas lui imposer de vivre avec moi, ni prendre le risque qu'elle me rejette, ne travaille plus à l'école. Je suis sur le point de lâcher prise. Mes amis me reprochent de céder à ses caprices, mais là, je suis dépassée. Aidez-moi, j'ai peur de perdre ma fille. Voilà, c'est le cri de cœur d'une dame. Monsieur Niem, quel est votre premier commentaire? Oui, mon premier commentaire, il est simple. Pensons à donner aux enfants de bons principes plutôt que de belles manières. Cette dame est juste victime de ce qu'elle a passé le temps à inculquer à l'enfant. Cet enfant n'a pas eu de bons principes. Il a connu toutes les bonnes manières. Toutes les belles manières, je veux dire. Aujourd'hui, sa mère ne peut plus la contrôler parce qu'en fait, quelqu'un qui est apparu il y a 2 ans a su lui donner ce que pendant 13 ans, sa mère n'a pas pu lui donner. Est-ce que c'est vérifiable ça? Sa maman n'a pas pu faire d'elle sa complice. Parce qu'on ne quitte pas un complice. On ne s'oppose pas à un complice. Par contre, en 2 ans, son père a su faire d'elle sa complice. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester réfléchir de midi à 14 h. Où est-ce que le problème est situé? Non. Elle est plus séduite par le comportement de son père que celui de sa mère. Maintenant, est-ce qu'il y a conseil à lui donner? Oui, pourquoi pas? Non, madame, ne vous opposez pas à son vœu. Il s'agit d'elle. Laissez-la d'abord aller chez son père. Parce que jusqu'ici, en principe, en profondeur, elle n'a pas d'élément de comparaison. L'élément de comparaison viendra maintenant entre la vie qu'elle vit avec toi et celle qu'elle viendrait à vivre avec son père. Et en ce moment, elle va peser le pour et le contre. Alors, vous êtes en train de constater qu'à l'école, elle lâche. Si vous insistez
à vous opposer à elle, elle va complètement lâcher. Et il n'y aura plus possibilité de refaire. Mais Monsieur Niem, à cet âge-là, 13 ans, est-ce que c'est à elle de choisir avec qui elle doit vivre? J'insiste en vous disant qu'elle a reçu de belles manières plutôt que de bons principes. On ne forme pas le caractère d'un enfant à 16 ans. Généralement, nous disons qu'à 9 ans, ils sont petits. C'est faux. À 10 ans, l'enfant peut être consulté. Madame, je vais vous surprendre. Est-ce que vous saviez qu'un enfant de 11 ans, une fillette, peut faire une vidéo pornographique à sa mère? Est-ce que vous l'imaginiez? Non. Alors, si l'enfant de 11 ans peut prendre un téléphone, le programme dans la chambre de sa mère, obtient une vidéo pornographique de sa mère parce que sa mère a un amant qu'elle n'aime pas, est-elle complice à sa mère? C'est la même chose. La réponse est évidente. Donc, j'insiste, madame n'a pas su donner à l'enfant ce dont l'enfant avait besoin pour être épanoui. Donc, Madame Samer, une enfant de 13 ans qui veut aller vivre chez son père, qu'est-ce qui se cache derrière cette réaction? En tant que coach, je dirais que vous savez, chers parents, souvent on oublie que c'est le parent qui doit éduquer l'enfant et non le contraire. Souvent on oublie que éduquer l'enfant, c'est l'autonomiser. Souvent on oublie que autonomiser l'enfant, c'est le laisser partir, c'est le rendre indépendant. Ça veut dire que lorsque vous accouchez, nous les mamans, lorsque nous accouchons, là, quand on coupe le cordon ombilical, le début de l'autonomisation a commencé. Chaque jour qui va passer, vous allez éduquer votre enfant dans le sens de le rendre autonome, qu'il apprenne à faire les choses par lui-même, jusqu'au moment où il va quitter la maison et il va partir comme vous et moi, un jour étions partis de chez nous. C'est la première des choses qu'il faut savoir. Rappelez-vous que cette autonomisation a des étapes. Quand l'enfant est petit, il est fusionnel avec sa mère. C'est normal, il dépend de sa mère pour vivre. S'il ne tète pas le sein, mais il va mourir. C'est un instinct. Mais vous n'avez pas remarqué que plus il grandit, plus il va d'abord jouer un peu à côté, et puis quand il a faim, il revient. C'est comme ça que de plus en plus, il va partir. Donc quand l'enfant grandit, il devient préadolescent, il commence à être conscient de certaines choses qui sont quelquefois certains de vos défauts, certaines des choses que vous ne faites pas bien. Plus l'enfant grandit, plus il voit des choses qui ne vont pas. Et quelquefois, n'ayant pas un autre élément de comparaison, se met plutôt à idéaliser. J'espère que vous me comprenez bien. Ça veut dire que lorsque c'est vous qui éduquez votre enfant, l'enfant ne sait pas quel problème d'amour vous avez eu avec son père. Il n'est pas conscient de ça. Il est dans un stade juste de suivi, c'est tout. Donc lorsqu'il grandit, par la force des choses, il se rend compte qu'il est seulement à côté de maman. À un certain moment, il ne se demande pas que papa est où. C'est souvent quand il arrive à l'école, chaque enfant raconte comment ça s'est passé avec son père. C'est là où il se rend compte que, mais attends, depuis qu'on parle, moi, mon père aussi est où? Donc, à 13 ans, plus ou moins, l'enfant peut être dans une phase où il idéalise ce qu'aurait pu être sa vie avec son père. Juste parce que vous, il vous voit, voulant bien l'éduquer, vous lui mettez la pression. Il faut que ce soit un enfant bien. Tu vas pas dresser ton lit, va mettre de la propreté à la cuisine, va ranger, ainsi de suite. Vous êtes toujours dans ses oreilles avec les « il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas ». Rappelez-vous que l'enfant est dans une phase d'autonomisation. Donc, il est en train de se dire, là où on me matraque tous les jours avec « il ne faut pas », c'est sûr que si mon père était là, là-bas, je n'aurais pas eu, je n'aurais pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui prouve que le père aurait laissé à l'enfant un quitus général? Rien n'est moins sûr. Peut-être que là-bas, il aurait même été plus strict que dans la maison. Donc, quelquefois, ça peut être que l'enfant idéalise juste une autre vie parce qu'ici, il trouve que le niveau de pression qu'on lui met est beaucoup. Ça, c'est une possibilité. Oui, il y a une autre possibilité où lorsque le père décide de revenir, ici, je vais parler aux adultes. Si vous vous êtes séparés, ça veut dire que votre relation amoureuse n'a pas marché. Si l'homme revient, ayant déjà une autre vie, soit il vient vous perdre du temps, parce qu'il ne va pas vous épouser en plus de la femme qu'il a, soit il est en train de faire une opération de charme pour récupérer son enfant. Lorsqu'on fait une opération de charme, vous-même, mes amis, vous allez gronder. N'est-ce pas, vous allez seulement donner les cadeaux.
Imaginez donc cet enfant, à chaque fois que papa arrive, c'est les cadeaux, les biscuits, les sorties et tout. Humainement, l'enfant voudra aller... Mais coach, vous entendre que cela dit que c'était peut-être préparé par le père? On imagine. On imagine juste. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas eu toutes ces informations. Mais on a quand même entendu que depuis 2 ans, le père est revenu dans leur vie. Revenir dans votre vie, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il veut reprendre la relation avec vous? Ça m'étonnerait. Vous parlez d'un conjoint que vous avez. Lui aussi, il a un conjoint. Donc, on imagine que peut-être il veut plutôt revenir dans la vie de son enfant. Peut-être dans le sens de le récupérer. Tout ce qu'il fait, c'est un hameçon. Maintenant, quelle preuve avez-vous que ce qu'il fait là, c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas juste une opération de charme pour récupérer l'enfant? Et lorsqu'il va récupérer l'enfant, on vous a dit qu'il prend l'enfant maintenant pour le laisser aller pour que son enfant se perde. Il y a à parier que le père lui-même va être strict. Peut-être trouvez même que vous avez même mal éduqué l'enfant, être encore plus strict. Et la fillette va donc être désabusée et se dire que peut-être finalement c'était mieux de rester avec maman. Donc le dernier conseil que je veux donner, s'il y a un conseil à donner, c'est que la mère parle avec le père. Pour savoir... Tel que vous êtes venu là, c'est pour faire quoi? Est-ce pour récupérer l'enfant? Est-ce pour que l'enfant sache qu'elle a quand même un père? Vous êtes des adultes. Maintenant, gérer comment faire. Il ne faut pas l'appeler chaque fois. Arrêtez de la faire rêver si vous n'êtes pas prêt à la prendre. Maintenant, la dernière chose que je vous dis, madame, c'est à vous d'éduquer votre enfant. C'est à vous de vous imposer chez vous. C'est à vous de dire où l'enfant va rester. Tant qu'il n'y a pas eu un accord entre le père et vous, ce n'est vraiment pas à l'enfant de vous dire où il va aller. Enfin, elle est juste dans un processus d'autonomisation. Si vous l'autorisez à dire où elle va habiter, après elle va dire où elle va manger, ce qu'elle veut manger, après elle va dire ce qu'elle voudra porter, très vite vous allez être dépassé. Donc en tant que parent, rentrez dans votre casquette d'autorité et assumez vos choix. Et c'est sur ces constats que nous allons mettre un terme à cette édition. Monsieur Niem, merci d'être passé sur ce plateau. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir invité, partager ce moment de pur bonheur, parce qu'en fait, quand il faut parler des enfants, il faut avouer qu'ici, c'est un moment vraiment de pur bonheur. C'est la relève, c'est le Cameroun. Et quand on a partagé un sujet comme celui-là, je pense que des Camerounais sont très bien édifiés, si tout au moins... sur ce sujet aujourd'hui, sur ce qu'on peut faire d'un enfant, qu'est-ce qu'on peut faire d'un enfant, comment est-ce qu'on peut accompagner un enfant. Ça ne se fait pas en un jour, le travail il continue, la dame elle est coach, en fait mener des actions, chaque parent doit devenir coach de son enfant. Je rappelle que vous êtes coach éducatif et également directeur de la bourse internationale de l'excellence du Cameroun. Coach Sabin, merci encore pour votre contribution. Merci, merci beaucoup. Nous continuerons à dire partout que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. Et c'est sur ce que nous clôturons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, s'il prête à Dieu.